Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du DJI Air3S. Alors oui, ce drone est sorti il y a déjà quelques mois. Moi, ça fait à peu près 3 mois que je l'utilise. Et du coup, j'ai voulu prendre mon temps pour vraiment connaître un petit peu toutes ses fonctionnalités, le tester dans les conditions habituelles dans lesquelles j'utilise un drone pour pouvoir vraiment me faire un avis et savoir si ce drone était fait pour moi. Et du coup, ça va aussi me permettre de vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et selon moi, à qui ce drone s'adresse. Allez, c'est parti pour les images. Alors ce drone, du coup, on ne le présente plus, vous avez dû voir de nombreux tests. Je vais quand même vous rappeler un petit peu ses caractéristiques principales. Niveau optique, c'est le grand retour du capteur 1 pouce qui était présent sur le R2S mais qui était absent sur le DJI R3. Et en fait, on a aussi une deuxième optique, un équivalent 70 mm qui fait 1 sur 1,3 pouces. Du coup, le fait d'avoir ces deux capteurs, c'est un vrai plus en vidéo. Moi, je fais pas beaucoup de vidéos normalement avec le drone, je suis plus axé photo, mais là, j'ai vraiment pris plaisir à utiliser le R3S justement grâce à ce double capteur parce qu'on peut varier les plans, avoir ce 24 mm très large et puis après faire des plans plus serrés au 70 mm et ça nous apporte même un effet parallaxe qu'on voit souvent au ciné. Enfin voilà, c'est un effet très ciné que moi personnellement je trouve vraiment super sympa. Par exemple, au Japon, au bord du lac Kawaguchiko, j'ai pu jouer justement sur ces deux valeurs de plan et j'ai une compression comme ça avec les reliefs et ça donne vraiment des super images. Donc vraiment, c'était un gros plaisir. Au niveau des caractéristiques vidéo, on va retrouver de la 4K jusqu'à 120 images secondes. On a du D-Log en 10 bits. Donc voilà, vous allez pouvoir récupérer un max d'infos en post-production. Et ça, c'est vraiment super. Pour ce qui est de la partie photo, qui était une partie qui m'intéressait vraiment, puisque moi, c'est vraiment mon activité principale, je le compare un petit peu avec le Mavic 3, forcément, que j'utilise habituellement. Et en fait, je l'ai vraiment trouvé très bon. J'ai été agréablement surpris. Le capteur 1 pouce fait vraiment du super boulot en basse lumière. Vous allez pouvoir faire de très beaux clichés. J'ai trouvé le niveau de détail très intéressant. J'ai même imprimé une image en 40 par 30 et j'étais vraiment très satisfait du résultat. J'ai aussi testé la fonction panorama et notamment la fonction panorama libre. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec le Mavic 3 et l'avantage, c'est que ça va vous permettre forcément d'avoir une photo avec une bien plus grande définition et du coup de l'imprimer en plus grand. Donc c'est vrai que là où il est un peu moins bon en photo que le Mavic 3 et on va peut-être pouvoir faire des tirages un peu moins grands, on peut compenser ça en faisant de très beaux panoramas et du coup on va augmenter la définition et la dimension de notre fichier. Donc voilà, je me suis régalé à faire des beaux panoramas du Mont Fuji comme vous pouvez le voir et voilà, donc là il fait vraiment parfaitement le boulot et j'ai trouvé sa plage dynamique vraiment super. Parmi les modes photo et vidéo qu'on retrouve sur le drone, on a aussi le mode hyperlapse que j'aime bien pour le coup. Donc on retrouve le mode lock où le drone va avancer en fait tout seul. On retrouve le mode circulaire. Voilà, ça fait des images très sympas. Une autre caractéristique que j'ai vraiment appréciée sur ce drone, c'est sa détection des obstacles. On retrouve des capteurs un peu partout, on a une détection omnidirectionnelle, alors on en a devant, derrière, mais si vous voulez, ils sont comme le Mavic 3 orientés pour faire en sorte qu'il y ait des détections à 360 degrés. On en a en dessous, attention, il n'y en a pas au-dessus, ça c'est une différence avec le Mavic 3, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est son capteur LiDAR en frontal que vous avez, et ça, c'est vraiment super intéressant, parce que même en très basse lumière, même presque de nuit, il va pouvoir détecter les obstacles et les éviter.
Alors bon, attention, normalement on n'est pas censé voler de nuit, mais des fois dans des conditions un petit peu compliquées, par exemple je l'ai testé dans une forêt vraiment sombre, avec des arbres très rapprochés les uns des autres, des petits branchages, etc. Et ben en fait, aucun problème, le drone évite tous les obstacles et il se fait vraiment pas avoir. Donc ça c'est vraiment un gros point fort, ce capteur LiDAR infrarouge. Et on en vient au RTH, le Return to Home. Donc là, en fait, on parle de Smart RTH parce qu'il va vraiment analyser la manière la plus logique et la plus courte en termes de ressources pour revenir au point de départ. Et il utilise justement ces capteurs pour faire ce Return to Home. Alors moi, le Return to Home, d'habitude, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Là, pareil, je l'ai testé dans des conditions un petit peu complexes, donc dans cette fameuse forêt, et j'ai laissé le drone vraiment revenir tout seul, et il n'y a eu aucun problème. Il a analysé en fait le chemin qu'il avait pris pour venir, et il a réemployé le même, et il a utilisé ses capteurs pour éviter les éventuels obstacles. Et là, pour le coup, c'est vraiment rassurant, c'est sécurisant. Moi, j'avais toujours la vision du RTH, du drone qui va monter à une certaine altitude et revenir tout droit et pas regarder devant et se prendre des obstacles. Je crois que c'était déjà arrivé à pas mal de gens d'avoir des crashs au moment du RTH. Là, voilà, on oublie vraiment tout ça puisque le Smart RTH va faire en sorte qu'il puisse revenir en toute sécurité à son point de départ. Donc vraiment un point très intéressant et très sécurisant. Ok, du coup, j'ai voulu tester vraiment ce capteur LiDAR et ce Smart RTH dans des conditions assez compliquées. Donc je suis venu là dans une forêt de sapins qui est vraiment très étroite. En plus, il y a de la brume, il y a vraiment une atmosphère un peu particulière. On ne voit pas grand-chose, la visibilité n'est pas top, mais du coup, c'est des conditions vraiment assez extrêmes pour le drone. Donc on va déjà voir ce que donnent ces capteurs frontaux. Je vais aller tout droit vers les arbres et on va voir s'il les évite. Et puis ensuite, on va lui demander de revenir au point de départ. Je vais le perdre un petit peu dans la forêt, puis on va lui demander de revenir tout seul comme un grand et on va voir comment il se comporte. Ok, donc là déjà, je l'emmène tout droit vraiment vers les arbres. Hein, bon, j'y vais pas non plus avec les gaz à fond, mais on va voir un petit peu comment il évite. Là, on voit que j'ai un arbre pile poil en face et il évite vraiment. Donc ça déjà, ce capteur LiDAR en frontal, il est vraiment efficace. Parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles et le drone évite absolument tout. Donc ça, c'est plutôt super rassurant. Et bien maintenant, il est temps de lui demander de rentrer. Donc pour ça, j'appuie sur retour et on voit, il me calcule tout seul sa trajectoire. Alors on voit qu'il a programmé une trajectoire et hop, il évite des branches. C'est un peu curieux, il change un petit peu de trajectoire, mais bon, il y a des obstacles partout et il fait en sorte de les éviter. Et donc en fait, voilà, le capteur va vraiment continuer à réfléchir à ce qui se ferait de mieux pour rentrer en toute sécurité. Donc là, vous voyez, je ne dirige pas, hein, vraiment, le drone rentre tout seul. Alors pour moi, c'est un test réussi. Je l'ai envoyé dans des conditions quand même vraiment compliquées, plein d'arbres, plein d'obstacles, plein de branches, de la brume, donc une visibilité vraiment pas terrible. Il a fait le RTH sans problème. On voit qu'il a évité tous les obstacles. On voit qu'il est passé des fois par des petits chemins un peu bizarres. Il a changé de direction. Il a vraiment réussi à analyser son environnement et à s'adapter pour rentrer en toute sécurité. Donc honnêtement, vraiment un super point fort, ce Smart RTH et ce capteur LiDAR frontal. Un autre point fort de ce drone, c'est son autonomie, puisque la batterie a encore été augmentée. Alors DJI nous annonce à peu près 46 minutes de temps de vol. En termes de temps de vol effectif, moi j'ai plutôt noté qu'on était sur une grosse trentaine de minutes. Mais voilà, c'est vraiment très confortable. Et même si on n'a qu'une seule batterie, on a vraiment le temps de faire des images. Là, on arrive vraiment sur des performances qui sont vraiment très intéressantes. On est vraiment largement au-delà de la trentaine de minutes. Un autre détail qui a été ajouté sur ce drone, et alors vraiment ça, moi j'ai adoré, c'est le stockage interne de 42 Go. Personnellement, quand j'ai fait ce test, il y a un moment, j'avais carrément oublié mes cartes SD. Et c'est vrai qu'en temps normal, sur un Mavic 3, on n'a que 8 Go de stockage interne. Donc 8 Go, on fait quelques images, on fait un ou deux plans en 4K, mais pas plus. Là, avec 42 Go, on est vraiment large.
on peut vraiment faire toute une session sans carte SD. Donc ça, c'est vraiment un point fort d'avoir pensé à faire ce stockage interne vraiment conséquent. Alors maintenant, on va passer au point négatif. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, il y a vraiment un point qui m'a dérangé sur ce drone, c'est son ouverture fixe à f1.8. Donc c'est une ouverture qui est très grande, mais du coup qui n'est pas variable. Et ça, moi, ça me gêne parce que déjà, en général, sur son triangle d'exposition, si on part du principe que les ISO sur ce type de capteur, on n'y touche pas, au final, on peut plus gérer maintenant que sa vitesse d'obturation, donc ça fait qu'un seul paramètre, et je trouve ça un peu contraignant. Du coup, en vidéo, on va être amené à utiliser des filtres ND pour respecter la règle des 180, comme avec à peu près tous les appareils photo, sauf que là, on va être obligé d'utiliser des filtres ND plutôt fort, voilà, jusqu'à ND 128 des fois. Et du coup, quand on switch de la photo à la vidéo, c'est vraiment très contraignant, puisque on va être vraiment sous ex en photo avec un filtre ND très fort, et on va être obligé de ramener le drone, changer le filtre, repartir. Donc on n'a pas cette flexibilité quand on switch de la photo à la vidéo. C'est pas vraiment le cas sur un Mavic 3, parce que sur le Mavic 3, on va pouvoir mettre des filtres ND un peu moins fort, puisqu'on va pouvoir gérer son ouverture, et du coup on va venir compenser, et donc du coup on aura beaucoup plus de souplesse. Si on met un filtre ND 4 ou 8, si on re-switch en photo derrière, c'est moins impactant, on est moins sous-exposé que si on a un filtre très fort, 64, 128 ou plus. Voilà, donc ça m'a vraiment gêné. Bon, après c'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est vrai que voilà, quand on aime bien gérer, avoir la main sur tous ces paramètres, le fait de ne pas pouvoir gérer son ouverture, c'est un peu gênant. C'est à peu près tout en fait, c'est à peu près le seul point négatif que j'ai à dire sur ce drone, si ce n'est que oui, en photo, moi je l'ai trouvé un peu moins bon, si on chipote, que le Mavic 3, mais voilà, c'est vraiment la seule chose qui m'a vraiment dérangé. Sinon vraiment, je trouve que c'est un drone qui est très performant, et là j'en viens à un de ses atouts, c'est son prix. En fait, ce drone-là, avec le pack Flymore, donc avec la RC2 avec l'écran, les filtres, les 2 batteries et la sacoche, il est vendu sur Studio Sport à 1600 € à peu près. Donc on est quasi 1000 € moins cher que le pack équivalent du Mavic 3 Pro. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable, pardon. Au contraire, on est par contre que 200-300 € plus cher que le pack Flymore du Mini 4 Pro. Donc là vraiment, ça en fait une alternative vraiment très intéressante en termes de qualité-prix, puisqu'on va du coup vraiment être en termes de qualité d'image supérieure au Mini 4 Pro, tout en gardant un prix qui est quand même assez proche finalement du Mini 4 Pro et qui s'éloigne du Mavic 3 Pro, qui lui est beaucoup plus onéreux. Donc du coup, pour moi, ce drone, il est idéal pour alors soit les amateurs vraiment de très belles images, soit les semi-pros, voire les pros, mais qui n'utilisent pas le drone de façon permanente. Moi, par exemple, le drone, c'est vraiment mon activité principale. Donc du coup, c'est plutôt cohérent pour moi de mettre un peu plus cher et d'avoir le Mavic 3 Pro, d'avoir en fait ce qui se fait un peu de mieux. Mais certains professionnels vont utiliser vraiment le drone de manière occasionnelle et ne jugent pas nécessaire d'investir autant d'argent. Et donc du coup, là, on est vraiment sur le partenaire, je dirais, idéal, parce que vous allez pouvoir faire des images de qualité pro, tout en étant sur un prix qui est quand même vraiment abordable. Donc je trouve que DJI a bien joué le coup sur ce drone-là, en vraiment proposant cette alternative, ce milieu de gamme, mais qui ne vient pas en fait baisser la qualité, mais qui reste à un prix qui est vraiment très intéressant. Après, c'est sûr que on va avoir la contrainte législative avec ce drone-là, qu'on n'aura pas avec le Mini 4 Pro, puisque le Mini 4 Pro va faire moins de 250 grammes, donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de souplesse d'un point de vue législation. Là, on est sur un drone qui fait 730 grammes à peu près, donc automatiquement, ça va amener un peu plus de contraintes. Voilà. Du coup, j'en profite pour remercier Studio Sport. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo. C'est eux qui m'ont prêté le drone, qui me l'ont mis à disposition pendant autant de temps. Donc vraiment, j'ai pu m'éclater à utiliser ce drone et à le tester. Donc Studio Sport, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un acteur français incontournable de la vente de drones, de caméras et d'équipements audiovisuels. On va y retrouver toute la gamme DJI, donc des drones, mais aussi des drones FPV, des caméras et des stabilisateurs,
tout l'équipement audiovisuel et les accessoires techniques. Voilà. Et c'est vraiment un expert depuis presque 20 ans, parce que ça fait depuis 2007 que Studio Sport existe. Donc c'est vraiment une référence en France dans ce milieu-là, et je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site pour vos achats de matériel audiovisuel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce petit test du R3S. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. Si vous hésitiez à acheter ce drone, si vous ne saviez pas vraiment si c'était un drone qui était fait pour vous, bah écoutez, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment un super produit. Donc moi je vous dis à très bientôt et en attendant, faites de belles images. Ciao!